Alors, heureusement, la plupart des enfants qui naissent petits pour l'âge gestationnel rattrapent leur retard de croissance. Et donc, on va considérer que ce retard est rattrapé quand on revient dans la courbe de croissance, c'est-à-dire qu'on a une taille ou un poids qui repasse au-dessus de -2 DS. Et donc, ça représente... je vous ai mis là ce que ça représente en nombre de patients, les enfants rattrapeurs. Donc les barres, c'est le pourcentage des enfants qui rattrapent alors qu'ils sont nés petits pour l'âge gestationnel. En bleu, les enfants qui sont nés à terme, en orange, et les enfants qui sont nés préma. Et donc en fait, ce que vous voyez, c'est qu'à l'âge de 6 mois, 70% des enfants nés à terme ont fait leur rattrapage, et à l'âge de 12 mois, on est autour de 80, et on ne montera pas tellement plus au-dessus, à 85%. Donc, à l'âge de 1 an, on est capable de dire quel enfant va rester petit et quel enfant a récupéré, et on a beaucoup moins besoin de suivi. Même à l'âge de 6 mois, on a déjà un petit feeling, en fait. Donc, finalement, c'est quand même très tôt. C'est quelque chose qui est programmé de façon très précoce. Et donc ça va être très important pour le suivi. Et ce n'est pas la peine d'attendre 4 ans, l'âge de 4 ans, qui est, je ne sais pas pourquoi, quelque part gravé dans les mémoires de tout le monde, pour dire que cet enfant a rattrapé ou n'a pas rattrapé. Très précocement, on doit poser ce diagnostic. Donc ça, j'en ai parlé. Et ça a une question qui est importante parce qu'en fait, la croissance, le rattrapage statural, il va également concerner le rattrapage de la croissance cérébrale. Et donc, les enfants qui rattrapent leur retard de croissance intra-utérin vont avoir une meilleure taille de cerveau et de meilleure performance que ceux qui n'ont pas rattrapé. Donc, les petits rattrapeurs ont un cerveau plus petit et globalement une moyenne de QI qui est également un peu plus basse. Et il y a une question que vous, les pédiatres et les néonatologues, connaissez très bien, qui est la question aussi du comment on doit faire ce rattrapage. En fait, on ne doit pas rattraper trop vite, et ces enfants-là, on doit les laisser, ça ne doit pas devenir, c'est pas des enfants qu'il faut gaver dans l'idée de remonter, c'est qu'on doit remonter progressivement, et c'est des enfants qui doivent rester avec normalement un IMC ou des indicateurs de suivi de la masse grasse qui sont un tout petit peu en dessous de la norme pour la référence de l'âge. Donc, c'est des enfants qu'on doit faire grossir, mais pas trop. Sinon, le fait de faire un rattrapage trop rapide fait que vous allez favoriser, ça a été associé avec l'augmentation de ce risque dont je vous ai parlé, de syndrome métabolique et de surpoids à l'adolescence et à l'âge adulte. Alors, est-ce qu'on doit proposer un traitement à ces patients? Donc, la réponse en France, elle est oui. On propose un traitement aux enfants, c'est une indication au traitement par hormone de croissance pour favoriser la croissance et le développement musculaire, l'amélioration métabolique de ces enfants, quand la taille est en dessous de -2,5 déviation standard. En France, on a le remboursement à partir de -3, mais l'indication, on peut la poser en dessous de -2,5. Et l'AMM pour le traitement, c'est à partir de 4 ans. Donc, la question qui se posait pour la patiente que je vous ai présentée en début de topo, c'est qu'elle avait 18 mois. Mais en fait, on a à côté de ça des recommandations que dans les pathologies avec grand RCU, comme par exemple le syndrome de Silver-Russell, on peut commencer l'hormone de croissance plus tôt quand il y a un retentissement, en particulier sur la masse musculaire ou la glycémie. Donc ça va être 2 critères qui vont vous aider à poser une indication plus précoce. Est-ce que ça marche l'hormone de croissance? La réponse est oui. Donc là vraiment c'est très clair. Vous avez, si je vous montre, vous regardez ce graphe là qui est à gauche, sans hormone de croissance, il n'y a pas de modification de la déviation standard de taille, et avec hormone de croissance, vous avez 2 doses différentes, vous voyez que ça marche très bien et que les enfants grandissent très très bien. La question, c'est est-ce que ces enfants-là vont garder le bénéfice de l'hormone de croissance qu'on a fait pendant l'enfance? La réponse est aussi oui. En termes de taille, les enfants qui ont reçu de l'hormone de croissance en taille finale sont plus grands, ça c'est toutes les études qui font les tailles finales, que ceux qui n'en ont jamais reçu. Donc là, il n'y a pas à discuter, ça marche. Ça marche aussi, et ça c'est intéressant, ça marche sur la composition corporelle parce que ça améliore la masse musculaire. Et chez ces enfants qui sont très maigrelets,
c'est un bénéfice que les parents voient tout de suite, beaucoup plus vite que celui de la taille. Donc là, je vous ai indiqué, ce qu'il faut regarder juste sur la gauche, c'est le bilan qu'on fait chez un enfant qui a un retard de croissance intra-utérin sévère. Le retard de croissance intra-utérin, c'est une cause de retard de croissance. Donc en fait, qui est elle-même une indication à un traitement, à un suivi spécifique, etc. Donc il n'y a pas besoin de faire des tests de stimulation de l'hormone de croissance. On ne va pas rechercher en plus. Le déficit en hormone de croissance est associé à une taille de naissance normale. Donc en fait, il n'y a pas d'indication à faire des tests chez un enfant qui est né RCIU. Donc, ce qu'on veut faire, ou ce qu'on ne veut pas faire, c'est rattraper trop vite, manquer un autre diagnostic, par exemple un syndrome de Sulver-Russell, ou faire des tests inutiles. En dehors de ça, on peut proposer un traitement à ces enfants pour améliorer leur état général. On peut suivre les enfants qui n'ont pas bien rattrapé. Il faut les suivre pour la croissance, il faut les suivre sur le plan métabolique, en particulier aux alentours de la puberté. Alors je crois que j'ai une dernière petite question pour vous sur l'évolution de la jeune fille que je vous ai présentée au début. Donc on la revoit, elle a presque 10 ans. Elle mesure 1,29 m, on l'a traitée par hormone de croissance, vous voyez que ça a bien marché, hein, là. Elle a bien remonté dans sa courbe, hein, vraiment, c'est pas mal. Et ce que j'ai mis, c'est... Ah oui, non, ça c'était au début de la vie. Et je vous ai mis sa radio, j'espère que vous arrivez à voir, parce qu'on la voit, elle boite. Je sais qu'il y a un orthopédiste au moins dans la salle, et donc il pourrait nous interpréter la radio, mais on voit qu'elle a une différence de longueur des deux membres inférieurs, avec du coup une bascule du bassin et une boiterie qui est importante. Et elle a un âge osseux qui est encore en retard. Donc, qu'est-ce que vous voulez lui proposer maintenant? Vous la voyez là avec cette boiterie, vous avez fait une radio, il y a une déviation de la colonne. Est-ce que vous voulez arrêter immédiatement le traitement par hormone de croissance? Peut-être là on peut faire avoir plusieurs propositions. Hein. L'adresser en orthopédie pédiatrique, donc au docteur Marie, et continuer l'hormone de croissance. Évoquer une pathologie de la croissance fœtale. Envisager un traitement freinateur de la puberté pour elle. Pas facile, hein. Parce que les parents, eux, ils ont des questions. Hein. Ils voient arriver la scoliose sous hormone de croissance, enfin la boiterie, la déformation du dos, etc. Il y a la puberté qui va arriver, ils sont très inquiets. Ça fait des années qu'on fait un traitement par hormone de croissance. Donc eux, ils veulent que quasiment leur fille elle soit mannequin 1,80 m. Donc voilà, il faut être capable, il faut être prêt à répondre aux questions. Hein. Alors, il y en a qui arrêtent l'hormone de croissance. Je vais mettre les réponses que moi je voulais vous proposer. Il y en a qui sont très prudents, qui préfèrent arrêter. Ce qui est certain, c'est que l'hormone de croissance, en dehors du syndrome de Prader-Willi, n'induit pas de scoliose, mais si vous avez une scoliose qui existe, ça va aggraver son évolution, ça va l'accélérer. Donc c'est important, ces patients-là, de les voir très régulièrement et de les envoyer en consultation de chirurgie pédiatrique pour savoir ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut mettre un corset, est-ce qu'il faut suivre, etc. On va évoquer une pathologie de la croissance fœtale chez elle, parce que l'asymétrie de longueur des membres inférieurs, ça vous fait penser à quel diagnostic? Le Sulver-Russell, excellent. Le syndrome de Sulver-Russell, donc on va se reposer la question diagnostique pour cet enfant. Et est-ce qu'on va envisager un traitement freinateur de la puberté? Non, elle n'a pas commencé sa puberté, elle a presque 10 ans, elle a un âge normal pour commencer sa puberté, donc on ne fait pas de traitement dans ces conditions-là. D'accord ? Voilà, donc je crois que j'ai terminé. Oui, j'ai terminé et je vous remercie de votre attention.